Qu'est-ce que c'était ambitieux de créer une série sur un univers qui est aussi iconique que celui de Fallout. Ok, ça marche très bien dans les jeux vidéo, mais on peut quand même se poser la question de savoir si ça allait prendre dans la réalité, avec des acteurs, avec un décor, avec un plateau de tournage. Aujourd'hui, je vais vous révéler tous les secrets derrière la création de la série Fallout. Promis, sans spoiler, alors c'est parti. Cette série, à peine sortie, je l'ai regardée 2 fois. Ouais, je suis vraiment giga fan de Fallout. Je me suis quand même demandé comment cette série elle allait aborder et traiter un univers qui est aussi dark parfois dans Fallout. Et franchement, Lucy l'héroïne, qu'on voit découvrir le monde avec sa candeur, sa naïveté, sa fraîcheur, c'est juste parfait pour créer un contraste stylé avec le monde post-apocalyptique dans lequel la Terre est plongée depuis 200 ans. C'est super frais et ça aurait pu être dark, même flippant, mais au final, je trouve que c'est bien dosé. Pour adapter un univers aussi riche en séries, l'équipe des costumiers et des accessoiristes a puisé dans les jeux, du coup, leur inspiration pour les tenues et les accessoires. Mais aussi les décors. Les combis d'abri, les armures assistées, les petits clins d'œil à tout ce qui pimpe l'univers comme le Nuka-Cola, les Steampacks, les Radaway, ou les Sugar Bombs, les céréales là. Quand tu connais l'univers, c'est peut-être un peu fanservice, mais perso, ça m'a fait grave plaisir de voir tous ces petits clins d'œil. Et pour les Steampacks par exemple, ils permettent vraiment de comprendre comment fonctionne l'univers. Cet univers, il a ses propres règles, comme dans le jeu vidéo, dès que t'es blessé, tu prends un Steampack. Le chef décorateur de la série, Howard Cummings, il connaissait pas du tout l'univers de Fallout. Du coup, il a commencé à s'intéresser à la licence, il savait qu'il avait ce job qui devait adapter cet univers, et il s'est mis à jouer aux jeux vidéo. Il s'est lancé sur Fallout 4, il a commencé à jouer, et il s'est retrouvé bloqué. Il allait regarder des let's play sur YouTube, et plus il regardait des let's play, plus il s'est mis à kiffer l'univers. Et je trouve qu'on ressent de ouf sa passion dans les petits détails en fait. Rien que les portes des abris en forme de rouage qui tournent pour s'ouvrir et se fermer avec le bruitage, ou toutes les petites décos qu'on voit dans les abris. J'avais l'impression d'être dans Fallout Shelter IRL quoi. D'autant plus avec cette ambiance où les habitants des abris, ils sont ultra naïfs quoi. L'abri 33 qu'on voit dans la série a été inspiré dans son esthétique par l'abri de Fallout 4, l'abri de Fallout 76 et l'abri de Fallout New Vegas. Et les petites affiches, les petits posters qu'on voit inspirés des éléments de pop culture des années 50, ça permet de pas avoir une ambiance de prison angoissante ou de bunker qui casserait un petit peu le côté funky des abris justement. Oui, les petits posters du Bold Boy qui sourit, et ça rajoute de la joie et de la bonne humeur à ces habitants qui sont beaucoup trop naïfs et beaucoup trop dévoués à leur communauté. Ah, ils ont quand même créé une petite nouveauté par rapport au jeu. Dans les jeux, il y a la marque Radiation King, qui est une marque de téléviseur. Donc à chaque fois qu'on a des gros plans sur les télés, forcément on voit la petite marque Radiation King. Mais un truc qu'il n'y a pas dans les jeux, c'est la marque d'électroménager Atomic Queen. Ça a trigger trop de personnes, sur Reddit il y avait des gens qui disaient « Non mais j'ai raté cette marque, est-ce qu'elle existe? Est-ce que c'est vrai ou pas ?» J'aime bien la référence Atomic Queen, Radiation King, le parallèle est vraiment bon. Les habitants des abris. Pourquoi dans Fallout, les habitants ils portent des combinaisons bleues? Alors oui, ça vous rappelle peut-être les shorts qu'on fait, parce que franchement c'est notre formulation clean. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, parce que c'est quand même assez improbable de voir une tenue quand même bleu flashy, bleu électrique, avec aussi du doré sur le devant. En fait, dans les jeux, ces combinaisons, elles permettaient de faire ressortir les personnages dans un univers qui était ultra dark. C'était assez terne, c'était justement un monde post-apocalyptique, mais en fait, le personnage principal, au moins, il ressortait. Donc ça permettait vraiment une lisibilité dans le gameplay, tout simplement. D'ailleurs, dans les premiers jeux, elles étaient très moulantes, en mode combi de super-héros. Mais à partir de Fallout 3, donc à partir de Bethesda, parce que Bethesda a repris la licence qu'à partir de Fallout 3, le concept artiste Adam Adamovich a imaginé et donné cette esthétique de combi de travail pour les combinaisons des abris. C'est justement ces designs qu'on retrouve pour les combinaisons des abris de la série. Cette combinaison, elle n'est pas aussi proche du corps que celle qu'on voit dans Fallout 4 par exemple. Et cette esthétique des combinaisons de Fallout 4, elle a été envisagée pour la série. Mais je pense que les costumiers, ils ont vite compris que ça allait être traquenard. Ces combinaisons, les acteurs, il fallait qu'ils puissent les porter 10 à 15 heures par jour. Même moins longtemps, s'ils les portent moins de 15 heures, tant mieux. Mais il fallait pouvoir les porter très longtemps. Les combinaisons des abris, ça devait être des tenues qui effectivement collent à l'univers, qui devaient être esthétiques, mais elles devaient être aussi pratiques, parce que passer autant de temps dans une tenue, faut quand même un minimum de confort. Faut pas que ça nuise aussi à ton expérience de tournage en tant qu'acteur. Par exemple, la scène de combat dans l'abri 33, elle a pris d'affilée 16 heures de tournage. 16 heures. T'imagines, tu manges dans ta combi, tu vas aux toilettes dans ta combi, enfin tu la retires quoi, mais tu comprends, tu dézippes, voilà, c'est relou. Ella Purnell, l'héroïne, a confié qu'elle avait eu des courbatures de ouf pendant plusieurs jours après juste cette scène. Je vous donne le secret, le tips avec lequel ils ont réussi à créer des tenues qui étaient un minimum confortables. Ce secret, c'est un fabricant de tissu italien qui leur a confectionné un tissu qui était très extensible, à la fois en largeur et en longueur. Bon, je vous fais une petite démo pour que vous compreniez à quel point un tissu qui est extensible, ça joue de ouf sur le confort.
Ça, c'est un tissu pas extensible, en matière naturelle, genre coton, lin, ça peut être un peu, voilà, tous les trucs un peu rigides. Ça, c'est un tissu extensible qu'en largeur. C'est pratique pour bouger, mais c'est pas non plus le summum du confort. Et ça, c'est un tissu extensible en largeur et en longueur. Donc vraiment qui donne un max de confort, et donc du coup, un max d'amplitude de mouvement. C'est typiquement ce tissu avec lequel on peut faire une combinaison. Évidemment, il n'y a pas que les fabricants de tissus italiens qui savent faire du tissu qui est extensible dans tous les sens. C'est juste que ce fabricant avait la bonne texture, la texture spéciale qu'on retrouve un petit peu dans le jeu, qui a un petit peu ce côté nid d'abeille, grainerie, comme on peut dire en japonais. La texture, la souplesse, c'est une chose. Mais en plus, les costumiers, ils devaient respecter le Bethesda Blue. Oh, maman. Oui, il y a un bleu Bethesda que la licence utilise dans les jeux pour toutes les combinaisons des abris. Ça a mis les équipes des costumiers dans la galère parce que tous les tissus ont été teints à la main pour respecter ce bleu. Et une fois teint, il y avait toujours un double check histoire de bien vérifier que la combinaison, elle avait bien le bleu Bethesda. Et la petite touche finale de ces combinaisons des abris, c'est les Pip-Boy qui ont été imprimés en 3D. Exactement celui que vous pouvez imprimer en 3D, hein. J'avais fait ça il y a quelques années aussi. Les habitants de l'extérieur et la goule. J'ai vraiment kiffé les tenues des habitants de la surface, je les ai vraiment trouvées cool, parce qu'on voit à quel point ils se sont réappropriés ce nouveau monde. Même si les habitants sont dans la galère, même s'ils ont pas trop de thunes, pas trop de moyens, enfin en même temps, est-ce qu'il y a un système économique, voilà. On voit quand même que ces habitants, ils accordent de l'importance à leur apparence, qui se fringuent quand même avec des trucs, avec ce qu'ils trouvent. Et ce qui permet vraiment d'ancrer ce monde, de montrer que tout est à l'arrêt, qu'il n'y a pas de nouvelles productions, c'est qu'il y a presque que de la récupération pour les habitants des terres désolées. Des plateaux, des passoires, les gars, ils ont pris ce qu'ils ont trouvé tout simplement pour s'habiller. Et c'est pareil pour la ville de Philly qu'on découvre très rapidement au début de la série. Les murs, les taudis, c'est que de la récup. Et j'aime bien parce que les costumiers, ils ont pas voulu leur donner juste un côté un peu schlag. Oui, c'est des personnes qui vivent avec ce qu'elles ont, mais ils ont un peu un côté mode en fait, parce que les costumiers, ils se sont inspirés des Sex Pistols et de la créatrice de mode Vivienne Westwood. En fait, ça permet juste de leur donner quand même un aspect un peu esthétique. On est quand même dans une série, il faut que ce soit waouh, l'amour. Des personnes qui vivent avec peu de moyens, mais avec classe. D'ailleurs, dans l'équipe des accessoiristes, il y avait Evil Ted Smith qui a bossé pour Prime. C'est un créateur de contenu américain, hyper sympa, hein. De temps en temps il était passé sur mes streams quand je faisais encore des streams. Il adore partager ce qu'il fait, mais il bosse aussi dans l'industrie du cinéma. Et pour Fallout, c'est notamment lui qui a créé le rat de cafard que déglingue le chien là. Je spoil rien, hein. On lui a dit, il faut que tu crées un rat de cafard qui soit suffisamment grand pour rentrer dans la bouche d'un chien, donc suffisamment léger aussi, et surtout pas toxique. Faut pas l'intoxiquer, faut pas que ce soit nocif pour lui. Ouais, l'idée c'était pas d'intoxiquer le chien, parce que quand tu crées des accessoires comme ça, tu utilises parfois des silicones, des peintures qui sont pas forcément propres à la consommation, tu le mets pas dans la bouche quoi. Le rendu du maquillage, il est hyper clean, et c'est vrai que c'est d'autant plus important dans un univers comme Fallout, où il y a beaucoup de prothèses, beaucoup d'effets spéciaux. Ayant une formation de maquilleuse professionnelle, évidemment moi ça m'intéresse de ouf. Et surtout, j'ai vraiment kiffé le rendu du maquillage sur la goule. Là, pour la goule, j'étais fascinée par le rendu de sa peau un peu gonflée par rapport à sa peau d'humain, et même surtout par l'absence de son nez qui est complètement effacé. Évidemment, ce nez, ils l'ont effacé en post-prod. Pour ça, l'acteur de la goule, Walton Goggins, se faisait poser à chaque fois, quand il devait la jouer, il se faisait poser une prothèse complète sur le visage. Ça permettait d'avoir un petit peu plus d'épaisseur, donc comme si vraiment sa peau avait gonflé, irradié de 200 ans, et ça permettait aussi d'avoir toutes ses cicatrices, ses aspérités sur sa peau. Et il y avait une petite démarcation au niveau de son nez qui permettait d'effacer au mieux son nez en post-production. Sinon, son costume ultra badass de cow-boy est inspiré évidemment de l'esthétique de Clint Eastwood. En même temps, Clint Eastwood, c'est vraiment la base dans les westerns. Avec ce costume de cow-boy, les cadrages et les mises en scène avaient vraiment pour objectif de rendre la goule la plus badass et la plus stylée possible. Et je trouve que la balance est bien faite entre l'aspect badass, l'aspect style de la goule, et à la fois l'obsolescence du costume. Est-ce que vous avez remarqué ce petit détail, le petit scorpion sur sa boucle de ceinture? C'est un peu son animal totem. Il fait sa vie, voilà, comme un scorpion, dans le désert. Si tu l'embêtes pas, il t'embête pas. Par contre, il est capable de piquer. Par contre, pour les flashbacks dans les années 50, quand on voit tout le passé là de la goule, l'équipe des costumiers s'est procuré des vraies fringues des années 50. C'est pas des fringues dans un style années 50, mais des vraies fringues qui ont été chinées dans des vides-greniers, des ventes aux enchères, et ça te permet d'avoir un rendu le plus authentique possible sur les tissus et sur les coupes de l'époque. La confrérie de l'acier. Le risque avec le style et les tenues de la confrérie de l'acier, c'est d'avoir un côté trop militaire. En mode armée américaine. Du coup, l'équipe des costumiers est partie sur un style un peu Harley Davidson. Ouais, c'est vraiment ça qu'ils ont dit. Pour avoir ce côté punk rock, cool quoi. Les armures assistées, on va pas se mentir, c'est le gros morceau de la création de la série.
Ces armures, elles ont été créées dans la réalité. C'est pas le cas pour toutes les productions. C'est un véritable costume avec 3 versions différentes. C'est hyper important de le préciser parce que pour beaucoup de productions dans ce style, par exemple je pense surtout aux costumes de super-héros, ils sont pas tous créés. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en FX, en post-production. Mais non, là, l'armure assistée a été créée à 100% dans la réalité. D'où la démarche un petit peu pataude justement des gars quand ils sont dedans. La boîte qui a conçu ces armures, c'est Legacy. C'est la même qui crée les armures d'Iron Man, enfin en partie quand il faut créer ses parties en physique, et c'est eux aussi qui gèrent la partie FX de ces armures. Toutes les armures assistées ont été créées en 18 mois. Ça demande beaucoup de temps la création. Ce qui a fait que ça a pris autant de temps, c'est qu'il y a eu plusieurs modèles d'armures qui ont dû être créés pour la série, pour différentes scènes. Donc par exemple des armures complètes, mais des armures aussi ouvertes, dont on voyait l'intérieur. Dans la réalité, il n'y avait pas besoin de pimper en fait l'intérieur des armures quand les gars ils sont dedans, parce qu'on filme pas à l'intérieur. Mais toutes les fois où on voit les armures ouvertes, fallait montrer qu'il y avait une certaine esthétique quoi, t'allais pas laisser un truc tout creux. Évidemment, comme toute bonne adaptation de jeux vidéo en série, cette série-là, elle a redonné un boost de popularité à toute la licence Fallout. Il y a plein de gens qui sont retournés sur Fallout 4, hein. En même temps, le meilleur. Hein. C'est marrant parce que ce coup de boost de popularité sur un jeu vidéo, ça fait la même chose pour The Witcher sur Netflix. Mais juste pour la première saison. On n'en dira pas plus. Bisous. Psst, abonne-toi. Mets la cloche, les notifs, tout ça, tu connais, et puis ça te préviendra pour toutes les prochaines vidéos.